Madame, Monsieur, c'est un immense bonheur et aussi un honneur de recevoir l'officier le plus décoré de France, le sens de l'honneur, le général Bijard. Pour toujours, son nom restera associé à Dien Bien Phu en ces instants de gloire où il est allé jusqu'au bout avec ses hommes. Merci mon général d'être ici sur ce plateau. Vous publiez Le siècle des héros. Édition numéro 1, vous racontez l'histoire de ce siècle, combien de batailles et combien de moments intenses. Ces images nous rappellent Dien Bien Phu, sont des instants terribles où l'homme ne cherche qu'à survivre, à sauver sa peau. Quand vous revoyez ces images... Oui, d'abord, je viens de me voir sur l'écran tel que je suis maintenant. Je me dis, quel vieux caïman aux yeux pochés, quand même. Ouais. L'histoire de Pont-de-Vite, là, j'étais en pleine force de l'âge, 40 ans, increvable, inusable. Ben, quand je revois ça, c'était hier, on y est encore. Je suis retourné en 94 avec mon éditeur. On a été reçus à bras ouverts par les Viettes. Et quand vous voyez ces images, c'était quand même pas la même chose. Ah ben non, c'est terrible. Il fallait marcher sur les corps. Il fallait marcher sur les corps. On ne savait pas ce qu'on allait devenir. Un jour, tenant un jour, encore un jour, les Américains ne nous laisseront pas tomber. Ils vont bombarder les hauteurs, mais personne n'est venu, quoi. Ouais. Alors ça a duré 57 jours. Et après la captivité, 8000 morts sur 11 000 en 4 mois de marche, de faim, de souffrance, quoi. Alors c'est une épreuve qui grandit les forts et qui achève les faibles, quoi. En même temps, on a le sentiment d'être un peu seul. Quand vous étiez dans cette cuvette, qu'il fallait toujours aller jusqu'au bout et les copains qui tombaient. Ben oui, bien sûr. Et un Bijard qui n'était que commandant à l'époque, commandant sortant du rang et nommé lieutenant-colonel un des derniers jours. Et qui finalement, c'est pas moi qui le dis, c'est un Américain qui l'a écrit dans son bouquin Dien Bien Phu, qui est allé vivre là-bas, qui a revécu tout ça. Il dit c'est Bijard qui a commandé jusqu'au bout. Schoenderfer avait dit sans Bijard, ça aurait duré 15 jours. Ça a duré 57 jours avec lui, parce que je remontais le moral des gens, je montais les opérations. J'avais un peu tout sur le dos, si vous voulez. Ce qui m'a rendu une force de sentir que j'étais capable de faire ça, ça m'a transformé aussi. Alors j'ai subi la captivité en m'occupant des officiers supérieurs. On était tous ensemble, là, en m'occupant de leur faire cuire le riz avec un autre colonel qui était Bréchignac, un type formidable. Alors on a fait vivre tout ça. Donc on avait l'impression d'être au-dessus des autres, si vous voulez. Alors ça vous aide à durer, ça, oui. Je voudrais qu'on entende un homme, c'est le général Giap. Vous n'avez jamais vraiment rencontré, c'est cet homme contre qui vous avez combattu. Ah oui. Écoutez ce qu'il dit du sens de l'honneur des Vietnamiens. La nation vietnamienne est une nation qui a une histoire millénaire. Et un trait propre de cette histoire, c'est que le peuple vietnamien a un sentiment, n'est-ce pas, national très profond. Une tradition, n'est-ce pas, de lutte innotable. Alors il y a un dicton, n'est-ce pas, vietnamien qui dit « Quand l'ennemi s'empare de la maison, même les femmes se battent ». Ça veut dire qu'il y avait en face des hommes pleins de courage. Le courage était des deux côtés. Des deux côtés. Ouais. Beaucoup d'estime pour Giap. Voilà un homme qui nous a battus, qui a battu la Grande Amérique, pire que nous encore, il les a eus, quoi. Donc il faut le faire avec un peuple comme le peuple du Vietnam. C'est un homme qui avait une volonté terrible, soutenu par un régime, bien sûr, qui est quand même le Parti communiste, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donc ces gens-là venaient par vagues entières, vous tiriez dedans, ça continuait à avancer, quoi. À tel point que ça devenait, si vous voulez, infernal. C'était une tuerie de part et d'autre, quoi. Alors Giap, je vous dis, je l'estime, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je vous dis, battre de puissance comme ça, il fallait le faire. Et d'un autre côté, je suis donc retourné au Vietnam en 94, reçu à bras ouverts, avec des colonels Viet Minh qui m'attendaient au garde à vous, me saluant. Et ça a été quelque chose de formidable. Et ils m'écrivent, on est resté en correspondance. Il y en a un qui est en train de souffrir dans un hôpital à Saigon. Et il m'a dit, mon général, j'aimerais tant vous serrer la main avant de mourir. Vous voyez, entre ennemis. Oh, oui. Moi, je les estime et c'est réciproque. Et c'est con, cette guerre. C'est con de l'avoir fait parce que c'est un peuple tellement attachant, ce Vietnam, qu'on est, mais les Français qui vont là-bas sont reçus à bras ouverts. C'est un pays où on est fait pour s'entendre. C'est idiot, cette guerre, quoi. Idiot, alors, et actuellement, il faut reconnaître, ils sont toujours en vélo, etc. Quoi. Alors, les images aussi qui ramènent à cette époque, comme vous le disiez, c'était là, évidemment, c'est pas l'échec Dien Bien Phu. Vous avez tenu jusqu'au bout, mais enfin, la captivité sont ces instants terribles. Écoutez ces commentaires et ces images. Malgré la défaite, malgré la souffrance de ses prisonniers et le lourd bilan humain de ce conflit, les hommes de la 4e République se sont lancés quelques mois après Dien Bien Phu dans une deuxième guerre coloniale en Algérie. Et pour certains de ces officiers d'Indochine,
qui s'était courageusement battu pour une cause perdue, un autre combat déchirant allait s'engager. Évidemment, ça ne s'arrêtera pas. Il y a ces images de souffrance et la guerre va continuer, mon général. Et la guerre va continuer. Après ça, ce sera l'Algérie pendant 6 années, si vous voulez. Donc je pense qu'un militaire, d'abord, où il s'en va, où il reste, quoi. Et un militaire, c'est fait pour défendre la patrie, c'est fait pour exécuter les ordres du président de la République, quoi. Alors c'était notre état d'esprit. Puis on était entre nous, vous savez, au milieu de ces souffrances, de tout ce qu'on a vécu, tous ceux qui l'ont vécu payeraient presque pour le refaire. Parce que ce crée entre nous une camaraderie qu'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours, dans le village, dans la ville, où la mère machin, le père truc, c'est pas ça du tout, quoi. On sait qu'on peut mourir le lendemain, donc il y a un état d'esprit, une camaraderie qu'on trouve nulle part, et qui est sincère et qui est vrai. Alors ça, c'est des instants qui méritent d'être vécus. Moi, je paierais pour recommencer ces instants-là. Ça paraît idiot ce que je vous dis, mais c'est ce que je pense, quoi. Vous n'avez jamais connu la lâcheté, la trouille, l'envie de partir, de retrouver sa femme, non, ses enfants? Non, pas à mon échelon, parce que quand vous commandez, tout est facile. Vous êtes regardé. Vous êtes donc le phare de ceux qui sont derrière vous. Donc tout est facile, si vous voulez. Vous ne pensez pas à vous. Moi, j'ai 5 blessures. C'est une chance d'être vivant au bout de 5 blessures. Vous pouvez être tué à la première. Donc, si vous voulez, moi, je crois au destin. On est marqué. Et même pour l'instant, pour rire un petit peu, faire rire les gens qui nous écoutent, je dis souvent, je suis en conversation avec le Père Bondieu, qui me dit, je te prolonge encore un peu pour que tu continues à emmerder ceux qui nous gouvernent si mal. Donc, je continue, si vous voulez. Une fois, vous avez été carrément dans le camp de ceux qui nous gouvernent. Vous avez été même secrétaire d'État à la Défense. Secrétaire d'État à la Défense. Ah oui, vous aviez alors les belles voitures, vous aviez tout ça. Oui. Et au bout de 18 mois, j'avais trouvé le président Giscard. Et je lui dis, Monsieur le Président, vous m'avez donné une mission, elle est terminée, je m'en vais. Mais il me dit, les ministres font tout pour rester, vous me quittez? Je dis, oui, il ne voulait pas, quoi. Et donc, si vous voulez, Giscard, c'est une grande intelligence, puisque j'en parle. Il est venu inaugurer mon avenue à Toul, quoi. Oui. Donc, c'est un des rares politiques que j'estime et je dirais que j'aime. Alors, le siècle des héros, il n'y a pas quand même eu que des héros dans ce siècle. Vous le racontez aux éditions numéro 1. Il y a des héros anonymes. Vous dites que vous avez chez vous la photo d'un homme qui est mort. Oui, j'ai le général de Gaulle qui est sur un bloc de granit, sur ma pelouse derrière, avec le buste de Gaulle. Mais dans mon bureau, il y a une grande photo, c'est le sergent-chef Santenac. Ouais. C'était qui? Sergent-chef Santenac, c'est un parachutiste qui était avec moi Dien Bien Phu, un type médaille militaire, 10 ou 12 citations, blessé 9 ou 10 fois, je crois, incroyable. Et ce gars-là réussit, étant prisonnier de Bio, à s'évader. C'est un des rares. Il a mis 3 mois à rejoindre Hanoï, je crois, et il me rejoint en Algérie. Et là, dans le désert à Timéboul, il prend une rafale dans le ventre. On me dit, Santenac blessé, je me pose près de lui, je dis, Santenac, t'en as vu d'autres, tu en sortiras là. Non, il soulève le bras. Kiosgan, Bruno, j'ai perdu aujourd'hui, et il meurt. Ouais. Il est dans mon bureau. Ça, c'est un grand. Et on trouve des grands chez les petits, et chez les très grands, on trouve de vrais cons. Mon général, et l'émotion qui est avec nous dans ce siècle et qui raconte comment vous avez eu un jour envie de partir. Parce que vous auriez pu, avec votre femme que vous aimez encore aujourd'hui, Gabi, et vous en parlez beaucoup, qui venait parfois vous rejoindre sur certains fronts. Parfois toujours, chaque fois qu'elle pouvait. Ouais. Vous auriez pu ne pas forcément prendre tous ces risques. Qu'est-ce qui vous a poussé dès le départ à aller comme ça à l'aventure? C'est une époque où l'aventure, ça voulait dire quelque chose. Oui, moi je pense que d'abord j'ai fait 2 ans de service militaire, libéré caporal-chef antimilitariste. Hein. Ah Antimilitariste, oui, oui. Quand même. Fallait plus me parler de ça. Puis on nous rappelle, c'est la guerre. Alors là, à l'école, nos instituteurs nous disaient mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Alors j'avais l'impression de remplir une mission vis-à-vis de ma patrie, donc j'étais plus le même homme, si vous voulez. Tout était transformé, rien à voir avec ce que j'aurais pu penser. Donc j'étais pris par ça, et ma femme savait que la patrie, l'armée, ça passait avant elle, avant la vie de famille, quoi. Hein, c'est idiot, mais c'était comme ça. Dans ce livre, vous dites à un moment, votre femme est enceinte, et vous dites, je suis comme tous les hommes, je suis très égoïste, et je pars m'engager, quand même. C'est pas de l'égoïsme d'aller défendre la patrie, parce que vous alliez risquer votre peau. Au point de vue humain, c'était quand même de l'égoïsme, si vous voulez, quoi. Et puis alors, ma fille, je l'ai pas vue naître, et puis alors, après, je reviens, puis je repars, je reviens, je repars. Alors elle me rejoint, elle est même venue en Indochine, elle me rejoint en Indochine, en Algérie, Tout a commencé par votre engagement déjà dans la résistance, quand vous avez été parachuté. Oui, déjà avant, quand on nous a rappelés pour faire militaire, là,
Alors, au lieu de rester caporal-chef, je suis passé sergent, sergent-chef, adjudant, une croix de guerre, 2 croix de guerre, 3 croix de guerre, une blessure. Ça y est, j'étais parti. Donc, si vous voulez, et ça a duré peu de temps, puisqu'on a été prisonniers. Prisonnier. Je suis resté 5 ans en captivité, comme tous mes camarades. J'aurais pas fait de carrière. Je me suis évadé. J'ai réussi la 3e évasion, choisissant des 14 juillet et des 11 novembre pour m'évader, si vous voulez. Alors, donc, j'ai réussi. Ça m'a permis de repartir, de me faire parachuter sur les Allemands et d'enchaîner 10 ans consacrés à l'Indochine, 6 ans à l'Algérie. Vous n'avez jamais eu peur de mourir? Non, j'ai été blessé 5 fois, mais ça m'est jamais venu à l'idée. Et puis, ça fait partie du boulot, quoi. C'est comme ça. Non, je crois que si vous mourrez jeune, vous laissez le souvenir d'un jeune. Tandis que moi, je suis sorti de partout et regardez la gueule que j'ai. Ouais. Ça m'emmerde un peu des trucs. Et vous dites aujourd'hui, parce que vous parlez évidemment de l'époque d'aujourd'hui, vous dites aujourd'hui, il n'y a plus ça, vous avez l'impression que les jeunes mourraient plus pour la patrie, qu'il n'y a plus ce sentiment. C'est pas de leur faute, c'est de la faute des anciens, c'est de la faute de ceux qui nous gouvernent, nous on fait tout pour que ce soit l'inverse, quoi. Je pense qu'on a besoin à l'heure actuelle, où toutes nos valeurs sont parties en fumée, l'autorité des parents, l'école, enfin vous voyez tout ce qui se passe. Si un cambrioleur vient chez vous la nuit, vous lui fracturez le crâne d'un coup de gourdin, c'est vous qui allez en tôle, quoi. Non, mais on se demande où on va, quoi. Non, je pense qu'il faut remettre nos valeurs en place, redonner confiance au pays. Alors je pensais qu'un homme allait nous prendre par le cœur et par les tripes en disant il y en a marre de tout ça, maintenant ça va être comme ça. Ce n'est pas le cas. Nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le point que j'ai. Est-ce que je serai réélu président? Est-ce que... Voilà, tout ça c'est petit quand même. Pour moi c'est petit. Il y a autre chose qui vous a exaspéré, c'est la suppression du service national en France. Alors désormais c'est une journée de préparation militaire avec filles et garçons. Vous ne trouvez pas que c'est bien? Les filles sont associées pour une fois et on leur apprend pendant une journée l'armée, la défense. Les femmes soldats, comme la parité homme-femme, je pense que les femmes, quand elles font les choses, elles font mieux que nous. Elles ont un 6e sens qu'on n'a pas. Je crois aux femmes. Regardez Madame Thatcher, Golda Meir, Madame Veil. Il y a des femmes formidables. Alors je pense que la femme qui veut être militaire, si elle y va, elle sait ce qu'elle fait. Elle fera un bon service. Mais on ne peut pas dire qu'il y aura autant de militaires femmes. Ça ne veut rien dire, ça. Mais cette journée de préparation, là, pour vous, c'est du bidon? C'est du bidon, oui. C'est du Pourquoi? bidon. Qu'est-ce qu'on peut faire en une journée? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, eux-mêmes, je voyais l'autre jour sur un journal ou à la télévision, un gars qui dit à Chirac qu'elle allait les saluer. Le gars lui dit, nous convoquer un samedi, c'est pas sérieux, président. Donc vous voyez. Alors je pense à ceux de ma classe qui ont donné 9 ans à la France sans rien dire. Non, c'est incroyable. Je pense qu'on est dans une période, c'est pas bon, il n'y a plus de flamme en France, il n'y a plus de morale, nos valeurs sont parties en fumée. Alors même l'Europe, au lieu de démarrer, moi je voulais une Europe avec 7-8 États, le même langage au point de vue politique étrangère, faire une force militaire européenne alors qu'on démarre par le fric. Et vous voyez le fric, où est l'Europe par rapport au dollar? Pourquoi vous n'êtes pas engagé plus dans la politique alors? C'est-à-dire, j'en ai fait 10 ans. Mais vous savez, il y a un âge d'un politique, il faut quand même être jeune, faut être... Enfin, je suis toujours dynamique, ça, j'ai toujours la pêche. Vous faites votre longueur de piscine tous les matins. Oui. Puis si je mets une pêche à un gars, il est KO encore. Vous seriez prêt à repartir demain? Dire, s'il y avait, on vous dit, général, on a besoin de vous, il y a un conflit quelque part. J'irai à 4 pattes, on verra ce que ça donne, quoi. Hein? Faudra que je marche à 4 pattes, parce que je me tape plus quand même des 15 km de footing. Hein. Mon général, vous avez toutes les décorations. Et alors, si je dois les énumérer, ces grands croix de la Légion d'honneur, bien sûr, 25 citations, 17 palmes, médaille de la Résistance, 5 blessures de guerre, grand officier du mérite au Sénégal, au Togo, aux Comores, etc. Et je ne mets pas tout ce qui est officier, parce qu'il y en a. Est-ce que c'est important, tout ça, toutes ces décorations? Quelle est votre fierté la plus grande? Ma fierté la plus grande, c'est lorsque je retrouve de mes gars. J'en ai encore retrouvé un ce matin à Paris. J'étais avec Journal, professeur d'histoire. Oh, il m'a dit, mon général, mais j'étais au 3e para, j'ai porté la casquette Bijard. Mais il n'y a pas que la casquette, on a un crâne dessous. Le type, il était heureux comme tout le monde retrouvé. Professeur d'histoire. Hein. Et il m'a dit, voilà, moi j'essaye d'inculquer ces forces-là à mes jeunes, un type remarquable. Hein. Un type très bien, avec une autorité, il doit marquer ses jeunes, celui-là. Quand vous êtes retourné, je vous ai dit un jour, je ne retournerai jamais à Dien Bien Phu. Vous êtes retourné à Dien Bien Phu. En 1994. Vous dites que vous étiez accueilli à bras ouverts, et vous avez dit aussi un jour, je voudrais que mes cendres soient dispersées là-bas. Larguées sur Dien Bien Phu, C'est toujours ça que vous souhaitez? C'est toujours fait, je pense que ça pourra se faire, ça aura de la gueule. Hein. Je rejoindrai ceux que j'ai pas pu ramener, qui sont enterrés n'importe où là-bas, et puis ça emmerdera les deux gouvernements, alors je rigolerai bien. Quoi. Ouais. Merci infiniment, mon général, d'être venu sur le plateau de TV5. Le siècle des héros, voilà, c'est ce livre aux éditions du Numéro 1. On vous retrouve dans ce livre, comme on vous entendait à l'instant, comme ça, avec ce franc-parler, votre guerre, ma guerre d'Indochine, avec les photos du retour. C'est aussi aux éditions Numéro 1. Et puis les lettres d'Indochine. Ce sont des lettres très, très émouvantes que vous avez publiées, des lettres de soldats. Parce que je ne veux pas que cette guerre soit oubliée, voyez-vous. Je ne veux pas qu'elle soit oubliée. Et pour ne pas l'oublier, si je fais larguer mes là-bas, on en reparlera longtemps.
Merci mon général. Merci Merci à vous de nous avoir suivis pour TV5. Et très très bonne suite de programme à tous.